Bonjour à tous, on va commencer ce webinaire sur l'intervention des entreprises extérieures dans l'ensemble d'une entreprise utilisatrice. On a coupé nos vidéos pour éviter en fait que ça perturbe le webinaire. On va vous demander de faire de même, donc coupez votre caméra et coupez votre son. On aura un temps d'échange après chaque séquence, donc on va vous demander de poser vos questions par écrit et à la fin de chaque séquence, on essaiera d'y répondre. Donc on est bien là pour parler de plan de prévention et de prévention des risques liés aux interférences. Ce webinaire sera animé par le groupe de pilotage du plan d'action régional de la CARSAT Normandie qui est engagé sur les années 2018 et 2022. Donc il y aura moi-même, donc Jean-Noël Clément, Noël Desmond, Guillaume Lode et Ludovic Rouillard. On aura aussi Johan Giner, formation, qui assurera la bonne tenue de ce webinaire. Alors, le champ du webinaire, c'est assez important. On va parler du décret du 20 février 92 pour sa partie plan de prévention. On ne parlera pas des protocoles de sécurité, ni du décret relatif à la coordination sur les chantiers du bâtiment, donc les chantiers clos et indépendants. Deux décrets différents, on parlera bien du décret de 92 et des plans de prévention. Les séquences qu'on vous propose, donc la première séquence sera les éléments de langage, donc on se mettra d'accord sur le vocabulaire utilisé. Les obligations réglementaires. Ensuite, comment prévenir les risques liés aux interférences, donc la démarche méthodologique. Et on vous présentera les outils, donc au point 4, la démarche méthodologique que la CARSAT Normandie a développée. Je laisse la parole à Noël Desmond qui va vous présenter les éléments de langage. Bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, afin que l'on puisse parler de la même chose, il est important effectivement que nous ayons les mêmes définitions. Donc tout d'abord, une définition importante qui est l'entreprise utilisatrice, donc qui est symbolisée EU. C'est une entreprise qui utilise les services d'entreprise extérieure lors d'une ou plusieurs opérations ou interventions réalisées sur son site. Et donc, pour que ces opérations soient réalisées, elle fait appel à des entreprises extérieures, qui est effectivement symbolisée EE. Et donc, une entreprise extérieure, c'est une entreprise qui effectue une intervention dans l'enceinte d'une entreprise utilisatrice, donc qui réalise des travaux pour le compte, effectivement, de cette entreprise utilisatrice. La notion d'intervention, effectivement, quand on parle de plan de prévention, on parle d'intervention et d'opération. Donc l'intervention, c'est la prestation de services ou de travaux réalisés par une entreprise extérieure dans le cadre d'une opération. Et donc l'opération, c'est une ou plusieurs interventions réalisées par une ou plusieurs entreprises de façon simultanée ou non, afin de concourir à un même objectif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de notion de taille d'entreprise lorsqu'on parle de plan de prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gros donneurs d'ordre qui sont concernés par la réalisation de ce plan de prévention et que ça intéresse effectivement tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un point à mettre en avant, c'est-à-dire que les entreprises de petite taille sont également soumises à la rédaction d'un plan de prévention lorsque des travaux d'entreprise extérieure sont à réaliser dans une entreprise utilisatrice. Donc on vous laisse poser quelques questions effectivement sur le chat si vous voulez avoir des éléments de réponse plus précis. Pour répondre à Monsieur Roquin, oui, le diaporama ainsi que le webinaire, on l'enregistre, seront à disposition des entreprises sur le site internet de la CARSAT Normandie. Voilà. Donc il n'y a pas de questions sur cette première séquence, mais on s'en doutait un petit peu. Bien, bon, on va continuer. Donc maintenant, on va revenir sur les obligations réglementaires du décret du 20 février 92. Alors on va pas, sans rentrer dans le détail de tout le décret évidemment, mais on va revenir sur quelques points essentiels à retenir. C'est des rappels qui vont permettre d'aider à la compréhension de la suite de la présentation, notamment de la démarche. Donc tout d'abord, on va parler de son champ d'application, que l'on retrouve à l'article R4511-1 du Code du travail et qui précise que le décret s'applique dès lors qu'une ou plusieurs entreprises extérieures fait intervenir des travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une entreprise utilisatrice. Et alors ça, quelle que soit
la nature de l'opération. Alors, ça prend en compte bien évidemment les prestations de travaux, mais il ne faut pas oublier non plus tout ce qui va être de prestations de services qui sont aussi intégrées. Donc, on va retrouver l'ensemble de ces prescriptions du décret dans les articles R 4511-1 à R 4514-10 du Code du travail. Et donc, ce sont des prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. Et ces prescriptions s'appliquent aux chefs des entreprises utilisatrices et des entreprises extérieures. Donc, pour rappel, sont exclus du champ d'application de ce décret les chantiers clos et indépendants, et puis tous les travaux de construction et de réparation navale. Donc, l'objectif de ce décret est de prévenir, par une coordination générale, les risques liés aux interférences entre les activités, les installations et matériels des entreprises présentes sur un même lieu de travail. Donc, pour cela, un plan de prévention sera obligatoire dès lors où une entreprise extérieure réalisera une intervention dans l'enceinte d'une entreprise extérieure, utilisatrice. Alors, je vais rester sur cette notion d'obligation de plan de prévention et faire un focus maintenant sur l'article R4512-7, qui lui impose un plan de prévention écrit dans 2 cas. Donc le premier cas, c'est si le nombre d'heures de l'opération est supérieur à 400 heures. Et deuxième cas, c'est si des travaux dits dangereux seront réalisés au cours de l'opération. Alors on retrouve, sachant qu'on peut retrouver cette liste de travaux dits dangereux dans l'arrêté du 19 mars 1993. Alors attention à ne pas faire de raccourcis trop rapides. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans l'un de ces 2 cas que je ne dois pas faire de plan de prévention. On entend parfois dire, voilà, j'ai une opération, elle fait moins de 400 heures, donc je n'ai pas de plan de prévention à réaliser et le décret ne s'applique pas. Alors non, surtout pas. Un plan de prévention est toujours requis dès lors où une entreprise extérieure réalise une intervention dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice. Alors cependant, la réglementation, elle n'exige pas que ce plan de prévention soit systématiquement établi par écrit. Mais l'obligation de coordination et donc de faire un plan de prévention, elle est toujours vraie. Voilà, même si la réglementation ne l'exige pas, voilà, nous, au niveau du réseau de prévention, on conseille vivement à toutes les entreprises d'écrire le plan de prévention, et ça dans tous les cas. Alors maintenant, je vais reprendre quelques extraits du décret. Et tout d'abord, 2 articles qui apportent des précisions sur la coordination à mettre en place, à savoir qui coordonne et pourquoi, quel va être l'objectif de cette coordination. Alors tout d'abord, on a l'article R4511-5 qui précise que c'est le chef de l'entreprise utilisatrice qui doit assurer la coordination générale des mesures de prévention. Donc on voit ici que le décret confie au chef de l'entreprise utilisatrice un rôle essentiel dans la coordination, et cela simplement parce que c'est lui qui connaît les lieux de travail et les installations sur lesquelles on va devoir intervenir. C'est donc c'est lui qui devra assurer donc la coordination, et c'est donc lui qui devra également rédiger le plan de prévention. Donc ensuite, on a l'article R4511-7 du Code du travail qui précise que la coordination générale des mesures de prévention a pour objectif de prévenir les risques liés à l'interférence, et uniquement ces risques-là. On est bien là sur la gestion des risques d'interférence. Donc, risques liés aux interférences entre les activités, mais pas que. On doit aussi prendre en compte les risques liés aux interférences entre les installations et les matériels des différentes entreprises qui sont présentes sur un même lieu de travail. Alors, comme je le disais, excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de passer. Voilà. C'est bon, excusez-moi, on est en train. Il y avait un petit couac sur le passage de la diapo. Donc, comme je le disais, un chef de l'entreprise utilisatrice doit assurer la coordination générale des mesures de prévention pour prévenir les risques liés aux interférences. Alors, pour cela, le décret impose 2 choses qui vont être importantes pour permettre d'identifier, de recenser et d'analyser les risques liés aux interférences, de manière à ensuite pouvoir être en capacité de définir les mesures de prévention qui seront inscrites au plan de prévention. Et donc, ces 2 choses sont d'une part la nécessité d'avoir des échanges d'informations entre employeurs,
Et la deuxième, ça va être l'inspection commune préalable. Alors, on a l'article, dans un premier temps, l'article R4512-5, qui demande aux employeurs de se communiquer toute information nécessaire à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires. Alors, on va beaucoup revenir sur ces modes opératoires durant ce webinaire, simplement parce que ils vont être importants, car pour pouvoir être d'identifier, de reconnaître les interférences, les chefs des entreprises utilisatrices vont devoir connaître précisément l'activité prévisionnelle des entreprises extérieures. Et donc, ce sont les modes opératoires rédigés par les entreprises extérieures qui vont lui permettre d'avoir ces informations. Et évidemment, la qualité de ces modes opératoires sera elle aussi importante, car ensuite, l'analyse des risques se fera en grande partie sur la base de ces modes opératoires. Voilà, bon, je ne rentre pas plus dans le détail sur les modes opératoires, ça va être revu plus longuement dans la présentation de la démarche. Et puis ensuite, il y a l'article R4512-2 qui, lui, demande à ce qu'une inspection commune préalable soit réalisée avant l'exécution de l'opération sur les lieux de travail. Alors, cette inspection commune préalable, elle va devoir être réalisée pour chaque opération, sur les lieux de l'intervention, avec toutes les entreprises extérieures en même temps, et puis évidemment avant l'exécution des travaux. Donc, cette inspection commune préalable, elle est là pour deux choses. D'une part, permettre aux employeurs à nouveau de pouvoir communiquer entre eux et d'échanger des informations. Et puis aussi pour discuter des modes opératoires qui auront été proposés afin de s'assurer qu'ils puissent être... Donc, c'est à la suite de cette inspection commune préalable que les chefs des entreprises utilisatrices et des entreprises extérieures procéderont à l'analyse des risques liés à l'interférence et pourront décider des mesures de prévention à mettre en place si les risques d'interférence existent. Donc, c'est ce qu'on retrouve à l'article R4512-6 du Code du travail qui précise que les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence. Donc, lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord et avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Donc, on voit que le décret reprécise bien là qu'il s'agit uniquement des risques liés aux interférences qui devront être traités et que c'est un travail qui doit être fait en commun, autant pour faire l'analyse des risques que pour définir les mesures de prévention. Donc, le plan de prévention qui sera dans un premier temps le résultat de l'analyse des risques prévisionnels, lui devra préciser les phases de travail présentant les risques liés aux interférences, la définition de ces risques, les mesures de prévention associées. Il devra préciser également qui devra mettre en place chacune des mesures de prévention inscrites au plan de prévention. Donc, comme je disais, le plan de prévention est le résultat de l'analyse de risque prévisionnelle. Et donc, une fois que ce plan de prévention sera rédigé, arrêté, on sera en quelque sorte à la fin de la phase préparatoire des travaux. Par contre, la mission de coordination ne s'arrête pas là pour l'entreprise utilisatrice, puisqu'elle devra ensuite continuer à assurer la coordination générale des mesures de prévention pendant toute la durée de l'opération. Et donc, c'est ce qui est demandé à l'article R4513-1, et cela pour permettre deux choses. Donc, d'une part, de s'assurer que les mesures de prévention inscrites au plan de prévention sont bien exécutées, et aussi pour définir et coordonner des nouvelles mesures de prévention qui s'avéreraient nécessaires tout au long de l'opération. Donc, l'entreprise utilisatrice, ça va devoir mettre en place une organisation adaptée à l'opération pour assurer cette coordination générale des mesures tout au long de l'opération et mettre à jour le plan de prévention si nécessaire. Alors, en synthèse, donc on a d'une part le chef de l'entreprise utilisatrice qui, lui, doit assurer la coordination générale des interférences, activités, installations et matériel. Il doit aussi coordonner les mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs d'entreprise extérieures. Et il doit également, comme je viens de le dire, coordonner le caractère évolutif des opérations. Et puis, on a le chef de l'entreprise extérieure, le ou les chefs, qui, lui, doit définir les modes opératoires
participer avec l'entreprise utilisatrice à l'analyse des risques liés aux interférences et arrêter les mesures de prévention. Il doit informer ses salariés sur les risques et les mesures prises au plan de prévention et ensuite mettre en place les mesures de prévention qui lui sont demandées dans le plan de prévention. Donc voilà, on en a fini pour le rappel réglementaire. On va maintenant prendre éventuellement quelques questions. Alors, on a eu quelques questions qui ont été posées, notamment sur la partie maintenance. Donc, est-ce que une opération de maintenance est une opération unique ou on le considère comme plusieurs interventions? On va y répondre plus tard dans le webinaire. Je pense que si on n'y a pas répondu, vous pourrez reposer la question. Et en principe, ça va être traité dans la séquence suivante. Sur la partie champ d'exclusion du plan de prévention, en fait, quand vous avez bien vu, en fait, il n'y a pas beaucoup de champs d'exclusion. Ludovic vous a parlé des 400 heures et des travaux dangereux pour le plan de prévention écrit. En fait, de toute façon, il faut faire un plan de prévention dès lors où une entreprise extérieure va intervenir dans l'entreprise utilisatrice. Nous, on conseille quand même de l'écrire de toute façon, même si on est en dehors de ces 400 heures et des travaux dangereux, parce que ça permet de mettre sur le papier un peu ce qu'on s'est dit. Ensuite, sur la partie liste des travaux dangereux, effectivement, la liste des travaux dangereux, elle parle de chute de 3 mètres ou plus, et du décret de 65, alors que celui-ci était abrogé avec le décret de 2004. Idem pour le bruit. Donc encore une fois, en termes de prévention, ce qu'on conseille, c'est que de toute façon, s'il y a un risque de chute de hauteur, même s'il est en dessous de 3 mètres, c'est vraiment de faire un plan de prévention et de l'écrire. Voilà. Même si on n'est pas dans la liste des travaux dangereux. Idem pour le bruit. C'est le problème de ces textes qui, forcément, se juxtaposent sans être mis à jour ensemble. D'autres questions ont été posées aussi. Il y a une question qui concernait la validation du plan de prévention. Alors, qui valide le plan de prévention? Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une question de validation. On parle, en fait, c'est qui va participer à l'élaboration du plan de prévention. Donc, globalement, c'est l'élaboration du plan de prévention, en tout cas la rédaction du plan de prévention, c'est quelque chose, on l'a vu dans la réglementation, qui incombe à l'employeur. Par contre, l'employeur peut désigner une personne compétente de son entreprise pour construire ce plan de prévention, mais par délégation. Donc, quelque part, celui qui valide le plan de prévention, ce sera toujours un représentant de l'entreprise utilisatrice. Une autre question concernait les plans de prévention, sont-ils limités dans le temps? Alors, le plan de prévention, non, il n'y a pas concrètement de limite dans le temps du plan de prévention. Le plan de prévention, il évolue tout au long de l'opération. Donc, en fait, le plan de prévention, sa limite, c'est la fin de l'opération. Autre question, les chefs d'entreprise utilisatrice peuvent-ils déléguer leurs tâches? Alors, ça dépend de quelle délégation on parle, mais ça peut revenir à la question sur qui valide le plan de prévention. La délégation, elle se fait auprès en fait, d'une personne de l'entreprise utilisatrice qui a l'autorité, les compétences et les moyens pour pouvoir effectivement rédiger, suivre l'évolution de ce plan de prévention sur toute la durée de l'opération. Donc, la délégation des tâches, elle est interne à l'entreprise utilisatrice. Est-ce qu'elle doit être formalisée? Il me semble que ça faisait partie de la question. Oui, puisqu'à partir du moment où on désigne une personne de l'entreprise utilisatrice pour élaborer le plan de prévention, je l'ai dit, il doit y avoir une représentation de l'autorité, moyens et compétences pour cette personne. Et quelque part, il doit y avoir une délégation, effectivement, notamment sur la fiche métier, par exemple, de la personne. Ça c'est un exemple qui permet de valider une délégation. Après, est-ce qu'il faut une délégation écrite? C'est pas, voilà, ça a à voir avec l'organisation interne de l'entreprise.
Il y a toute une partie de questions qui tournent autour du plan de prévention annuel. Ça rejoint aussi cette question sur la opération unique en termes de maintenance et ainsi de suite. On va y répondre dans la prochaine séquence. On vous donnera notre avis sur les plans de prévention annuels ou les plans de prévention avec, on dit que c'est pas limité dans le temps. On vous expliquera quand même ce qu'il faut faire. Voilà. On essaiera de répondre à toutes ces questions qui tournent autour du plan de prévention annuel, le plan de prévention unique et ainsi de suite. Quel document doit remettre l'entreprise extérieure? Alors, pour répondre à la question sur les documents que doit remettre l'entreprise extérieure au regard de ses interventions, ça va faire la suite peut-être avec de la présentation. La réponse va suivre. Puisqu'effectivement, maintenant, on va voir comment prévenir les risques liés aux interférences. Alors, avant de rentrer effectivement dans le détail, peut-être qu'il faut se remettre au point sur cette notion d'interférence. Alors, on peut définir l'interférence comme la résultante finalement de la présence simultanée d'installations, de matériel et d'activités de différentes entreprises en un même lieu, regroupées donc sur un lieu de travail. À titre d'exemple, on peut imaginer l'intervention d'une entreprise qui vient réaliser des travaux de fouille dans une entreprise utilisatrice. Alors, en termes d'interférence, on peut assez facilement penser à l'interférence qui va être liée au réseau enterré au sein de l'entreprise utilisatrice. Donc, on peut aussi imaginer la présence des entreprises physiquement, enfin des salariés des entreprises, alors des entreprises extérieures présentes, des entreprises utilisatrices. Mais il faut aussi imaginer qu'il y a un environnement dans lequel tous ces salariés et l'activité va évoluer. Et cet environnement, il faut le prendre en considération. Dans l'environnement, par exemple, vous avez pour les fouilles une pelle mécanique. La pelle mécanique, elle a un bras. Il faut imaginer que ce bras, il a un parcours au sein de l'entreprise utilisatrice pour faire ses fouilles. Donc, il y a ce qui va se passer au sol, mais il y a aussi ce qui va se passer en aérien. Donc, il va falloir être vigilant sur la présence de réseaux, par exemple. La présence d'autres salariés, la présence de bâtiments. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont rentrer en interférence et sur lesquels il va falloir poser la réflexion de la présence ou non de risques liés à ces interférences. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, les interférences d'activité d'installation et d'équipement, c'est à l'employeur de l'entreprise utilisatrice de gérer la coordination de l'ensemble de ces interférences. Alors, pour ce faire, la donnée d'entrée finalement de l'entreprise utilisatrice, pour coordonner ces interférences, c'est qu'elle doit connaître le plus précisément possible l'activité qui sera réellement exercée par l'entreprise extérieure au sein de son établissement. Et pour connaître en fait cette activité, elle doit s'appuyer sur un mode opératoire qui va être rédigé par l'entreprise extérieure et qui va définir le plus précisément possible ce que cette entreprise va devoir réaliser comme travaux, la manière dont elle va l'exécuter au sein de l'entreprise utilisatrice. L'idée étant, c'est que ces modes opératoires doivent être transmis le plus en amont possible afin que l'entreprise utilisatrice aussi puisse préparer l'intervention qui va être réalisée au sein de son établissement. Alors, pour pouvoir rédiger ce mode opératoire en amont, l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, elles doivent communiquer. Elles doivent communiquer entre elles, et cela dès la phase de consultation des entreprises. L'objectif ici, c'est d'échanger des données qui seront factuelles sur notamment la localisation des travaux, la nature de l'opération demandée, les accès au site, alors les accès à l'entreprise au sein de l'entreprise utilisatrice, mais les accès au niveau du chantier lui-même, de communiquer des informations sur la durée attendue des travaux. Et l'entreprise extérieure, elle a la possibilité de se déplacer à ce moment, puisque je parlais de données factuelles. L'entreprise extérieure peut se déplacer pour récupérer des informations sur des masses à déplacer, sur des distances à parcourir, sur des hauteurs d'équipement, faire de la lecture documentaire. Donc voilà, donc c'est vraiment un échange d'informations qui est relativement long et qui doit aboutir à la production d'un mode opératoire pour l'entreprise extérieure. Donc plus ces informations seront riches au moment de la consultation,
et plus le mode opératoire de l'entreprise extérieure sera précis. Donc, une fois la collecte de l'ensemble de ces informations réalisée, l'entreprise extérieure, elle est en capacité de produire donc son mode opératoire et de le transmettre à l'entreprise utilisatrice. Donc, à partir de que va faire l'entreprise utilisatrice, dans un premier temps, elle va réceptionner l'ensemble des modes opératoires des entreprises extérieures et va procéder à un premier niveau d'analyse. Ce premier niveau d'analyse, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier d'abord que le mode opératoire reçu a pris en compte les exigences du cahier des charges qui avait été fourni au moment des consultations, par exemple. Si les prescriptions d'hygiène et de sécurité sont applicables sur le site, sont bien mises en évidence également dans le mode opératoire. Si le mode opératoire est compréhensible par celui qui en a qui a la charge de l'analyse. Pourquoi compréhensible? Parce que c'est ce mode opératoire qui va servir de base à l'analyse des risques liés aux interférences qui va être réalisée par l'entreprise utilisatrice. Donc, elle a tout intérêt, effectivement, à comprendre dès la première lecture ce que va faire l'entreprise extérieure au sein de son établissement. L'autre exemple aussi, c'est une analyse des risques qui serait éventuellement incomplète. Donc, il va falloir aussi que l'entreprise utilisatrice s'assure que l'entreprise extérieure a bien analysé ces risques et propose des mesures de prévention en adéquation avec ces risques. À ce moment-là, si l'entreprise utilisatrice constate qu'il y a des choses qui sont pas claires pour elle, elle a la possibilité effectivement de demander la révision de ses modes opératoires. L'idée étant, c'est d'aboutir à ce moment-là sur un mode opératoire qui réponde effectivement à ce niveau d'exigence sur les prescriptions, le cahier des charges, sur la compréhension et sur l'analyse des risques. Une fois ces documents reçus, une fois analysés, et si l'entreprise utilisatrice a porté un accord de principe sur ces premiers documents, elle va pouvoir ensuite organiser l'inspection commune préalable. Alors, l'inspection commune préalable, c'est un élément clé et essentiel dans la démarche d'analyse des risques liés aux interférences. Alors, cette inspection commune, elle a un caractère obligatoire, elle est réglementaire, et elle doit être réalisée donc à l'opération, et au plus près, finalement, plus près du début de l'opération, sur les lieux de l'intervention. À cette étape-là, l'idée, c'est de confronter les modes opératoires qui ont été reçus par l'entreprise utilisatrice à la réalité du terrain, à la réalité du moment auquel va se dérouler l'opération. C'est-à-dire que on va considérer que le mode opératoire qu'on a reçu, il a pris en compte un certain nombre d'éléments que j'ai transmis auparavant, lors des phases de consultation notamment, mais l'environnement dans lequel va évoluer l'entreprise, il a peut-être bougé entre la phase de consultation et la phase de réalisation. Des stockages ont peut-être été mis en place alors qu'il n'y en avait pas au moment de la phase de consultation. Des routes ont été barrées dans l'entreprise parce qu'il y a des travaux à côté. Donc, toutes ces phases-là doivent être prises en compte parce qu'elles vont peut-être nécessiter qu'on se repose la question de la modification éventuelle d'un mode opératoire. Donc, c'est les questions que va se poser l'entreprise utilisatrice au moment de la lecture des modes opératoires et avec la participation des entreprises extérieures, bien entendu. L'idée étant, c'est d'analyser ces modes opératoires pour identifier donc les phases d'activité qui vont engendrer des risques liés aux interférences. Donc, on va vérifier effectivement les interférences entre les installations matérielles de l'entreprise utilisatrice et les salariés des entreprises extérieures qui seront présents. On va vérifier aussi les interférences possibles entre les activités de l'entreprise utilisatrice et les salariés de l'entreprise extérieure. Également, entre les activités matérielles de l'entreprise extérieure et les salariés de l'entreprise utilisatrice ou des autres salariés des autres entreprises extérieures. Mais on peut aussi considérer dans l'analyse des modes opératoires et la confrontation finalement à la réalité du terrain qu'il n'y a pas de risque lié aux interférences. Donc c'est par l'analyse qu'on détermine ces éléments. Alors, un petit focus, parce qu'on insiste, je parlais d'éléments clés de la démarche, un petit focus sur l'inspection commune et notamment les jurisprudences qui tournent autour. Donc, on vous présente ici, en fait, 3 jurisprudences. Vous verrez qu'ils sont pas récentes. Enfin, je le rappelle, le décret de 92, c'est 1992, quoi. Donc, vous voyez que finalement, ça fait un moment que ça existe. Et au fur et à mesure du temps, il y a un certain nombre d'accidents qui ont engendré finalement des jurisprudences.
qui porte notamment sur le fait que l'inspection commune, elle doit être réalisée donc à une date au plus près des travaux, et doit être rigoureuse, qu'elle doit être réalisée même si l'entreprise extérieure n'est pas d'accord, et même si éventuellement l'entreprise extérieure connaît parfaitement les lieux de l'intervention. Donc la première en jurisprudence, c'est que le fait que l'inspection préalable doit être réalisée à une date proche des travaux et doit être rigoureuse, c'est ce que je venais de vous dire, c'est ce que rappelle la Cour de cassation en condamnant donc les employeurs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure à la suite d'une intervention au cours de laquelle un salarié de l'entreprise extérieure est décédé. Donc pour les magistrats, le risque aurait pu être maîtrisé par l'inspection commune qui s'imposait, effective et rigoureuse, et qui aurait permis de déceler le risque fatal, y compris en envisageant le cas toujours possible d'une maladresse ou d'un déséquilibre. Donc celle-ci de 2008. La visite commune est incontournable. À la suite d'un accident mortel, sont reconnus coupables d'homicide involontaire, donc les employeurs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure, qui n'ont pas procédé à l'inspection préalable au motif que l'entreprise extérieure est fournisseur de l'entreprise utilisatrice depuis 15 ans et connaît parfaitement les lieux. De même a été condamné l'employeur de l'entreprise utilisatrice qui n'a pas organisé d'inspection préalable au motif que l'entreprise extérieure avait souhaité s'en dispenser. Donc le rappel, c'est que l'inspection commune préalable, c'est un élément essentiel, et l'obligation de coordination, c'est bien, elle est imposée à l'entreprise utilisatrice, qui doit mettre les moyens nécessaires pour permettre cette coordination, et l'inspection commune est un élément clé de cette coordination. Donc on a discuté au moment de l'inspection commune des modes opératoires. On a éventuellement procédé à cette étape-là en fonction des risques liés aux interférences identifiées. On a peut-être procédé, parce que c'est possible, à des modifications de mode opératoire pour justement traiter le risque lié aux interférences qui ont été identifiées. Donc une fois qu'on a fini ce travail, on valide finalement définitivement le mode opératoire qui sera retenu pour l'intervention, entreprise par entreprise. Alors la validation ici, c'est pas une validation technique. On considère ici que l'entreprise extérieure, si elle est consultée et si on lui demande d'intervenir, c'est qu'elle a la compétence technique pour le faire. L'idée ici, c'est de valider que le mode opératoire qui est retenu prend en compte effectivement les risques et sera exploitable pour la partie analyse des risques liés aux interférences et donc la constitution du plan de prévention qui va suivre. Donc l'entreprise utilisatrice valide les modes opératoires des entreprises extérieures et donc va pouvoir faire son identification des risques liés aux interférences, définir ses mesures de prévention à mettre en œuvre en fonction des risques qui auront été identifiés, et définir qui de l'entreprise utilisatrice ou des entreprises extérieures devra mettre en œuvre ces mesures de prévention. Et c'est ce triptyque final qui va constituer l'analyse des risques liés aux interférences qui doit figurer au plan de prévention. Alors maintenant, un petit zoom sur une notion qui est importante, puisqu'elle a aussi fait l'objet d'une question tout à l'heure. Cette notion, en fait, de plan de prévention annuel. Alors l'idée, c'est qu'un plan de prévention dit annuel, sans analyse spécifique de chaque intervention, sera à proscrire. En effet, on l'a vu juste avant, on dit qu'effectivement, l'inspection commune préalable doit être le plus en amont possible, mais doit être proche finalement de l'intervention. Que les modes opératoires doivent être confrontés à la réalité du terrain, du moment. Donc il est difficile d'imaginer effectivement sur un plan de prévention annuel rédigé en janvier d'une opération pour laquelle une intervention va se dérouler en décembre, alors qu'on n'a pas prévu en janvier la nature de l'intervention, ce qu'on aura à faire à ce moment-là. Donc l'idée, c'est que pour chacune des opérations qui vont contenir une ou plusieurs interventions, entrant dans le cadre de contrats annuels ou pluriannuels, donc on ne parle plus ici de plan de prévention annuel, on parle de contrat annuel ou pluriannuel, un plan de prévention initial ou appelé aussi plan de prévention socle pourra être rédigé à ce moment-là. Et ce plan de prévention initial ou socle, il sera complété par une analyse des risques liés aux interférences qui sera spécifique à chacune des interventions qui interviendront pendant la période du contrat. Et pour tenir compte des conditions réelles, sera rédigé en s'appuyant sur une inspection commune préalable qui sera réalisée au plus près de l'intervention et en suivant la démarche présentée dans les guides que nous verrons un peu plus loin. Donc on a vu jusqu'ici l'obligation qu'avait l'entreprise utilisatrice en matière de coordination, mais plutôt en phase amont de l'intervention.
Mais rappelez-vous, hein, cette obligation s'applique également pendant tout le déroulé finalement de l'opération. Donc on l'a vu, le chef de l'entreprise utilisatrice, lui, il doit coordonner les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux. Effectivement, le plan de prévention, même s'il est établi sur la base d'un mode opératoire détaillé, il ne peut être que prévisionnel et il ne peut en aucun cas prévoir les aléas. Alors les aléas, qu'est-ce qu'on entend par aléas? Les aléas, c'est tout tous les imprévus qui vont intervenir pendant le déroulement de l'opération pour lesquels on n'aura pas posé une réflexion en amont. Un mode opératoire d'une entreprise extérieure qui finalement est non réalisable va générer un aléa qu'il va falloir traiter et prendre en compte. Une nouvelle interférence qui va intervenir liée à la nécessité d'avoir recours à une tierce entreprise sur le chantier. Un équipement, un outil qui était initialement prévu, qui ne peut pas être utilisé, va falloir modifier cet outil ou cet équipement. Ça, c'est un aléa, puisqu'effectivement, ça sera non conforme éventuellement au mode opératoire qui avait été prévu initialement et non pris en compte, effectivement, dans le cas des risques liés aux interférences dans la rédaction du plan de prévention qu'on aura initialement produit. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est que l'entreprise, elle doit tenir compte finalement du caractère évolutif et de la possibilité d'apparition de ces aléas. Elle doit assurer donc un suivi régulier de l'opération et organiser des échanges avec les entreprises pour pouvoir finalement mettre à jour son plan de prévention. Alors, comment ça peut s'organiser tout ça? Tout d'abord, ce qu'il faudrait le mieux pour l'entreprise utilisatrice, c'est définir le plus en amont possible et dès la phase finalement de consultation, la personne référente au sein de l'entreprise utilisatrice qui va suivre l'opération, qui va être l'interlocutrice privilégiée des entreprises extérieures qui interviendront, qui aura une compétence en matière d'analyse des risques. Effectivement, cette personne, si elle a en charge la rédaction du plan de prévention, elle a donc de fait en charge l'analyse des risques liés aux interférences. Donc elle a tout intérêt effectivement à avoir cette compétence. Et enfin, c'est une personne qui devra avoir un pouvoir de décision suffisant pour permettre, dans le choix des mesures de prévention, leur mise en œuvre effective de ces mesures de prévention. Donc cette personne référente, pour organiser finalement la communication et les échanges avec les entreprises extérieures, elle a deux possibilités. Elle va pouvoir réaliser des visites terrain et en parallèle ou à côté procéder à des réunions de coordination. Donc au cours de ces visites terrain, l'idée c'est que on s'assure que les mesures de prévention qui ont été décidées au plan de prévention sont effectivement mises en œuvre, que on vient par aussi cette visite terrain identifier si des risques liés aux interférences sont non traités. On a pu effectivement lors de l'analyse préalable passer à côté d'un risque lié aux interférences. C'est au cours de ces visites de terrain qu'on va pouvoir l'identifier et donc éventuellement mettre à jour son plan de prévention. C'est aussi l'occasion de suivre l'avancement des opérations, mais aussi de dialoguer avec les intervenants. Parce que l'intervenant, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément essentiel effectivement dans la démarche, puisque le rôle de l'intervenant, c'est effectivement d'alerter s'il constate l'impossibilité, par exemple, de mettre en place des mesures qui étaient prescrites au plan de prévention ou dans son mode opératoire. Donc, il va relayer son constat auprès de son chef d'équipe qui va en informer la personne référente, qui va enclencher soit une visite terrain, soit une réunion de coordination, avec pour objectif finalement de mettre à jour le plan de prévention. Une fois que ce plan de prévention est mis à jour, l'idée c'est qu'on doit communiquer la mise à jour de ce plan de prévention auprès des intervenants pour finalement boucler la boucle. L'intervenant est à nouveau informé des nouvelles mesures prescrites au plan de prévention et s'assure finalement dans le temps qu'il peut à nouveau les mettre en œuvre sur son chantier. Donc, je parlais aussi des réunions de coordination. L'autre possibilité, donc, c'est effectivement ces réunions de coordination. Alors, la périodicité de ces réunions, elle sera forcément adaptée en fonction de la complexité et de la durée de l'opération. L'idée, c'est de suivre l'évolution du planning lors de ces réunions de coordination, de faire un point sur les mesures de prévention qui sont prévues dans le plan de prévention, mais aussi ce qui reste à faire en termes de mesures de prévention. Les mesures de prévention, elles arrivent au fur et à mesure de l'évolution du planning. Donc, c'est au cours de ces réunions de coordination qu'on peut estimer la nécessité, à une date clé, de mettre en place une mesure qui avait été prévue au plan de prévention. Et l'aboutissement de ces visites terrain et
de ces réunions de coordination, c'est la mise à jour de ce plan de prévention. Et donc, c'est par cette organisation-là que l'entreprise utilisatrice a la possibilité de faire la coordination qui est attendue en termes de réglementation pour le suivi de l'opération. Je vous laisse aux questions. Est-il obligation de montrer ? Allez-y. A priori, il y a eu de nombreuses questions. Une nombreuse question sur cette séquence, mais encore une fois, on s'en doutait aussi parce que c'est celle qui rentre dans la démarche. Alors, alors toutes les questions sur plan de prévention annuel, maintenance, opération unique. Donc, j'espère que pour vous, c'est clair maintenant. Donc, je ne reviens pas dessus, sauf si vous avez d'autres questions pour qu'on précise ce champ. Et une question sur les sociétés de contrôle qui vont faire les vérifications périodiques des engins dans l'entreprise utilisatrice. Est-ce qu'on doit faire un plan de prévention alors qu'ils sont exposés à des travaux en hauteur, des tests de charge et ainsi de suite? Donc oui, forcément. C'est-à-dire que c'est bien une entreprise extérieure qu'on fait intervenir dans son enceinte. Donc forcément, l'entreprise utilisatrice devra faire un plan de prévention. C'est son engin. Donc c'est ce qu'a dit Guillaume Lotte tout à l'heure, les interférences, c'est les installations, les équipements aussi, c'est pas que la coactivité. Donc l'engin appartient à l'entreprise utilisatrice, l'engin est dans l'environnement où il se trouve aussi, mais l'engin va créer des risques, parce qu'il va falloir monter dessus, par exemple un pont, il va falloir pouvoir accéder au pont et ainsi de suite. Donc il va créer des risques, donc forcément il faudra faire un plan de prévention. Il y a une question sur le fait est-ce qu'un technicien de maintenance d'une entreprise utilisatrice peut établir le plan de prévention? Est-ce que ce n'est pas obligatoire au HSE de rédiger? Alors, ça a été dit, la notion de personne référente, là, c'est à l'entreprise de définir cette personne référente. L'idée, c'est que la personne référente pour l'entreprise utilisatrice doit avoir des compétences, effectivement, pour faire une analyse des risques. Donc, l'idée, c'est effectivement de désigner la personne qui a les moyens de mettre en œuvre les mesures qui auront été prescrites, qui a un niveau d'analyse, la compétence en termes d'analyse des risques. Donc, si effectivement un technicien de maintenance peut être amené à ce niveau de compétence et avoir les moyens pour faire tout ça, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit la personne référente pour l'entreprise utilisatrice. Maintenant, est-ce que le HSE doit en être exclu? Non, on parle d'analyse des risques, on parle de risque. Effectivement, il y a un lien notamment sur l'intervention du HSE sur la compréhension, par exemple, des modes opératoires. Voilà, donc finalement, ce n'est pas l'affaire que d'une personne. Il y a la personne référente qui va suivre, mais forcément que cette personne référente peut se faire aider de compétences tierces pour les compréhensions des modes opératoires, par exemple, ou des analyses de risque qui auront été portées par les entreprises extérieures. Si la question c'est aussi est-ce que le plan de prévention doit être fait par le service HSE, surtout pas. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on dit non plus. C'est-à-dire que le plan de prévention, il doit être fait par quelqu'un qui connaît bien l'installation ou l'équipement. C'est-à-dire qu'on va intervenir sur une installation, qui mieux que la personne qui gère cette installation peut faire le plan de prévention. Donc le HSE, il va être là en termes de ressources, en termes de méthode, effectivement sur l'analyse du risque, mais pas forcément sur les décisions en termes de mesures et ainsi de suite. On avait une question sur visite préalable, peut-être se faire le jour des travaux. Oui, elle peut se faire le jour des travaux. Ça dépend de la complexité de l'intervention. Là, ça va se jouer sur l'obligation de résultat de chaque employeur. Clairement, nous, on n'est pas pour. La visite préalable, elle sert aussi à préparer le chantier, l'intervention. Si on décide de faire une visite préalable et d'intervenir aussitôt, on a de grandes chances qu'on s'adapte aux équipements qu'on a à disposition et qu'on ne définisse pas forcément les bons équipements. Donc, plus elle est faite loin en amont de l'intervention, plus la préparation de l'intervention sera efficace.
Ça rejoint aussi opération de maintenance curative urgente. Est-ce qu'on doit faire un mode opératoire, une inspection commune préalable, et ainsi de suite? Oui. Il n'y a qu'un degré d'urgence qui nécessiterait de ne pas faire toute cette démarche. C'est si, en gros, il y a un risque plus important à ne pas intervenir tout de suite. En gros, un risque industriel. Il y a une vanne de gaz qui fuit, on risque de faire exploser l'usine. On ne va pas se poser, faire un ICP, faire un mode opératoire, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre d'accord sur comment on intervient pour pas créer des risques. Mais en tout cas, on va peut-être échapper à toute la partie formalisation. Mais sinon, les maintenances curatives liées à des problèmes de production, elles ne rentrent pas dans ce champ. Alors, il y a une question, mais je crois qu'on y a répondu juste après. En cas de manquement de non-respect de responsabilité, est-ce que c'est uniquement le U ou aussi le chef d'entreprise extérieur? Donc, on vous a fait voir la jurisprudence, en fait, c'est les deux. Si l'inspection commune préalable n'est pas faite, les deux chefs d'entreprise peuvent être tenus responsables. Ensuite, il y avait exemple de mode opératoire pour les petites structures. On va vous présenter les guides qu'on a fait, c'est tout l'objet des guides qu'on a fait à la CARSAT Normandie, donc c'est la séquence d'après. Donc si le U ne réalise pas l'inspection commune préalable, responsabilité de l'entreprise extérieure, ben ça c'est pareil. Ça, on vient d'y répondre avec l'ICP. Accompagnez-vous la rédaction des plans de prévention? Non. On ne va pas accompagner la rédaction des plans de prévention. On peut accompagner l'entreprise, par contre, pour mettre une organisation en place, pour apporter de la méthode aux gens, pour qu'ils puissent rédiger les plans de prévention. Mais on ne rédigera pas les plans de prévention à la place de l'entreprise. Et on n'aidera pas. On apportera de la méthode pour que les gens soient en capacité de faire, mais sinon, on ne fera pas la rédaction des plans de prévention. Il y a une question sur la partie sécurité et protection de la santé, où effectivement, vous posez la question de savoir si on délègue une mission à un coordonnateur SPS pour la rédaction et l'analyse des risques dans la plan de prévention. Alors, l'intervention du coordonnateur SPS rentre dans le cadre du décret de 94 et non du décret de 92, c'est-à-dire que lorsque vous faites appel à une mission de coordination SPS, vous faites appel effectivement à un chantier clos et indépendant. Donc théoriquement, vous n'avez pas effectivement le coordonnateur qui intervient dans cette prestation. Toutefois, il y a quand même des entreprises effectivement de coordination SPS qui proposent une aide à la rédaction du plan de prévention, donc une mission sous décret de 92. Mais en tout cas, l'entreprise utilisatrice là-dessus doit quand même avoir la responsabilité de ce qui a été validé en termes de mode-up et d'analyse de risque. Je vais en profiter pour répondre effectivement à deux autres questions concernant la coordination SPS. Il y avait une question sur la différence entre le plan de prévention et le PPSPS, donc le plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Encore une fois, le PPSPS, lui, il est rédigé lorsque vous avez une opération qui est sous décret de 94, donc sous coordination SPS, et lui, le plan de prévention, il est sous le décret de 92. Donc ce sont deux documents totalement différents, en tout cas en termes de nom. Par contre, sous la forme, ils se rejoignent. On a véritablement un mode opératoire et une analyse de risque importée et exportée par les entreprises. Donc, pas le même décret, pas la même réglementation, mais sur le fond, effectivement, ce sont des documents qui se rapprochent. Une autre différence, c'est l'inspection commune. Effectivement, dans le décret de 94, on a la notion d'inspection commune, mais là, c'est le coordonnateur SPS qui la réalise avec les entreprises sous-traitantes, ce n'est pas le cas dans le décret de 92. Et il y avait une question aussi sur les travaux d'enrobés, avec donc, réalisation de travaux d'enrobés sur route avec la présence d'agents départementaux pour surveiller le chantier. Encore une fois, c'est juste assurer si le chantier est soumis à coordination SPS, donc plusieurs entreprises qui interviennent de façon simultanée ou successive, ou alors si on est bien sous juste une seule entreprise qui intervient sur le réseau routier, et là pour le coup, effectivement, la rédaction du plan de prévention peut être faite. Il y a un plan de prévention en fait. Il y avait aussi, est-ce qu'il y a une obligation d'inscrire le nom des intervenants et leur signature sur le plan de prévention?
ou est-ce que c'est de la responsabilité de chaque employeur d'informer sur les risques? En fait, non, sur le plan de prévention, on ne va pas forcément mettre le nom des intervenants. Par contre, on va forcément informer l'entreprise utilisatrice des gens qui vont intervenir chez elle. Il appartient effectivement à chaque entreprise, par contre, de former ses salariés, de présenter le mode opératoire et les plans de prévention. Ça, c'est clair. Alors, je remonte le fil des questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, une question concernant les contrats annuels pour les entreprises extérieures à l'année dans l'EU, plan de prévention initial rédigé avec une inspection commune préalable initiale, les réunions de coordination et une visite de chantier suffisent-elles? Alors, il faut d'ailleurs se remettre d'accord sur la notion de contrat annuel. D'ailleurs, hein, le contrat annuel, donc, il s'agit bien effectivement d'une entreprise extérieure avec une entreprise utilisatrice. Hein. Effectivement, ce qu'on a dit, c'est que dans le cadre d'un contrat annuel, l'idée, c'est de faire un plan de prévention initial. Alors, pour ce plan de prévention initial, il y aura effectivement une inspection commune. Hein. On peut, au cours de cette inspection commune, aller présenter l'ensemble de l'entreprise, identifier l'application des règles générales de sécurité applicables dans l'entreprise, les voies de circulation, enfin voilà, ce genre de choses. Mais effectivement, on doit compléter systématiquement ce plan de prévention initial par une inspection commune préalable, qui sera préalable donc à chacune des interventions au cours du contrat. Donc, la réunion de coordination, c'est pas vraiment une inspection commune préalable. Donc, il y aura nécessité de faire une inspection commune préalable malgré tout. Et cette inspection commune préalable sera basée sur l'identification des risques sur un mode opératoire qui aura été proposé par l'entreprise extérieure au moment de son intervention, enfin pour l'intervention demandée dans le cadre du contrat, et fera l'objet finalement d'un plan de prévention supplémentaire, hein, qui sera annexé au plan de prévention initial. Alors, là, il y a une question qui porte sur s'il y a un seul plan de prévention global, peut-il être établi ou faut-il un plan de prévention par société, même si l'intervention est similaire pour toutes? Alors, je ne comprends pas tout à fait la question, mais l'idée, si c'est de dire, si on a plusieurs entreprises extérieures, en fait, si les entreprises extérieures interviennent sur un même chantier, elles font partie du même plan de prévention. Voilà, c'est un plan de prévention pour une opération. L'opération peut faire intervenir effectivement plusieurs entreprises extérieures au cours du temps sur un même environnement. Donc, il y aura la rédaction d'un plan de prévention sur la base de l'ensemble des modes opératoires de toutes les de l'ensemble des entreprises extérieures intervenantes. Donc, oui, c'est un seul plan de prévention global pour l'ensemble des entreprises intervenantes dans l'entreprise utilisatrice. Il est assez rare que toutes les entreprises rattachées à une même opération fassent les mêmes interventions. C'est d'ailleurs ce qui est. Faut-il un plan de prévention par société, même si l'intervention est similaire pour toutes? Les interventions, elles ne seront jamais similaires s'il y a plusieurs entreprises. Pour une prestation intellectuelle dans une entreprise utilisatrice, doit-on faire un plan de prévention? Oui, en fait, le décret, c'est bien prestation de service ou de travaux, donc les prestations intellectuelles aussi. Il faut se poser la question, est-ce qu'ils vont circuler, comment ils vont circuler dans l'entreprise, est-ce qu'ils vont aller dans l'atelier faire des relevés, ainsi de suite. C'est le même principe pour la formation collective. On est effectivement dans le cadre d'une prestation de service. Hein. Si l'idée, c'est de se dire, est-ce que pour l'intervention d'un formateur, on doit faire un plan de prévention? Oui, hein, c'est bien une prestation qui est réalisée pour le compte d'une entreprise utilisatrice, mais idem, hein, en termes d'analyse des risques, on va être forcément limité. On va plutôt s'orienter vers l'environnement dans lequel il devra évoluer entre l'entrée sur le site et la salle de formation.
en s'assurant que effectivement, il n'a pas traversé des zones de production, par exemple, où on peut aussi circonscrire ses déplacements à un certain périmètre. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a plan de prévention et l'analyse des risques, par contre, sera plus allégée nécessairement que dans le cadre d'un chantier. Alors, est-ce que l'on peut avoir un plan de prévention initial et une inspection commune de chaque site lorsque l'on a un contrat annuel avec une seule entreprise extérieure mais qui intervient sur X sites? Non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en fait. Il faudra autant d'inspections communes préalables que d'interventions. Donc à chaque fois qu'ils vont intervenir sur un site, il y aura une inspection commune préalable et une analyse de risque spécifique à l'intervention. Déjà qu'un plan de prévention initial sur un seul site, il ne faut pas faire qu'une seule inspection commune préalable, mais autant d'inspections communes préalables qu'il y a d'intervention. Donc si on a X sites, il faut d'autant plus avoir l'inspection commune préalable. Donc là, si je comprends bien, dans le cadre d'un changement de prise électrique, prise à arracher par exemple, non prévu, contrat de maintenance, inspection préalable plus plan de prévention puisque travaux dangereux, oui, il va falloir se poser des questions. C'est l'installation de l'entreprise utilisatrice. Il y a un risque électrique, donc il va falloir se poser la question de la consignation, comment on intervient dans l'armoire électrique, où elle se situe, qui va faire, la compétence des gens, avoir un mode opératoire, du coup, effectivement. Un plan de prévention, même pour changer une prise. Bon, si je fais intervenir une entreprise extérieure chez un de mes fournisseurs qui exploite mes moyens, qui sont les acteurs responsables du plan de prévention. Alors là, on va avoir en fait, on va être tripartite, là, hein, donc chacun devra intervenir. Il faudra se poser la question de qui est le donneur d'ordre. Donc c'est celui qui fait intervenir son entreprise extérieure chez son fournisseur, mais par contre, il faudra effectivement s'assurer avec le fournisseur qu'on peut intervenir en sécurité sur ses installations, comment on circule encore une fois chez lui. Donc en fait, c'est bien l'entreprise qui va faire intervenir l'entreprise extérieure et le fournisseur qui vont se mettre d'accord sur le plan de prévention. Alors en termes de responsabilité, je ne sais pas répondre par contre. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai regardé nos... On a noté. Oui. On va passer à la séquence suivante. Merci pour toutes ces questions. C'est très riche et c'est intéressant. On a un problème de souris qui ne veut plus. C'est pour ça que c'est un peu long, mais on va rétablir le... Bon. Donc, quelle démarche méthodologique? Donc, effectivement, pour faire un peu une petite synthèse de tout ce qui a été dit effectivement précédemment, effectivement, ça reste complexe, hein, le contenu d'un plan de prévention. Donc déjà, ce qu'il faut bien définir lorsque vous faites un plan de prévention, c'est les besoins, la consultation et l'autre, donc ce qui vous permet effectivement de définir le cahier des charges et donc les mesures, les prescriptions générales hygiène sécurité. Ça déjà, c'est le point de départ.
effectivement, pour la bonne réalisation du plan de prévention. Plus vous êtes effectivement complet sur la définition effectivement de vos besoins, plus le plan de prévention sera également aussi complet et précis. Donc une fois que ce cahier des charges effectivement est rédigé, il y a le passage de la commande. Donc là, il y a la rédaction du mode opératoire, comme vous l'a dit effectivement Monsieur Lotte tout à l'heure, réalisation de l'analyse des risques et puis effectivement les provisions par métier. Une fois que la commande effectivement est passée, donc il y a la rédaction du plan de prévention, donc avec l'analyse des risques spécifiques, des interventions spécifiques, la réalisation de l'inspection commune, qui permet effectivement de retenir le mode opératoire et l'analyse des risques. À partir du moment où tout a été effectivement réalisé, vous avez la phase d'accueil des entreprises extérieures qui vont intervenir, et puis à partir du moment où tout a été effectivement bien réalisé dans le plan de prévention, vous avez le début de l'intervention. Donc, début d'intervention avec effectivement la réalisation des différentes autorisations et puis la délivrance de différents permis en fonction de l'entreprise utilisatrice où est-ce que vous intervenez. Et puis, effectivement, comme dans toutes interventions, il peut y avoir des dysfonctionnements, des aléas, ce qui nécessite effectivement la réalisation d'une coordination par le biais de visite, par le biais de réunions, et puis de revisiter, de réviser effectivement les modes opératoires et les analyses de risque en conséquence, pour que effectivement l'intervention puisse de nouveau coller réellement à l'intervention, et puis derrière que l'intervention se déroule dans les meilleures conditions possibles. Donc concrètement, un document socle et une analyse des risques spécifiques, ça vous permet effectivement d'avoir un plan de prévention qui correspond bien à la typologie de l'opération. Il peut être fait en même temps pour une opération unique, et puis il peut être effectivement fait en plusieurs temps dans le cadre d'un contrat, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Plus le mode opératoire est précis, plus le plan de prévention effectivement est complet. Alors, ça ne veut pas dire que effectivement le plan de prévention il reste figé sur la durée de l'opération, mais qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question, se reposer la question de savoir s'il correspond toujours à la tâche à réaliser. Nous, en tout cas, ce qu'on conseille, c'est d'avoir effectivement une analyse de risque spécifique qui nous permet, encore une fois, d'avoir un plan de prévention qui colle à la réalité de l'intervention. Donc, comme l'a dit Jean-Noël tout à l'heure, Jean-Noël Clément, pour répondre à une des questions sur comment on peut aider, est-ce qu'on a des exemples effectivement de modes opératoires. Il y a eu 4 guides de rédigés au sein de la CARSAT Normandie, donc 3 guides qui sont à destination des entreprises extérieures, donc qui traitent effectivement du mode opératoire puis de l'analyse des risques, et puis un 4e guide qui est lui à destination des entreprises utilisatrices sur effectivement le plan de prévention et la coordination. Donc ces guides, on va vous les présenter effectivement par la suite. Et donc entre la rédaction, entre les guides, les 3 premiers guides et le guide numéro 4, vous avez effectivement l'inspection commune préalable et puis les différents échanges entre les entreprises extérieures et l'entreprise utilisatrice. Donc pour mettre en œuvre aussi les obligations réglementaires et la démarche méthodo qui est proposée, l'entreprise doit toujours réinterroger ses pratiques et puis également mener une réflexion sur sa capacité organisationnelle. Ça, c'est effectivement un des points importants du plan de prévention. Alors, pour vous aider également, il a été réalisé des grilles d'autodiagnostic à destination, donc une grille d'autodiagnostic à destination de l'entreprise utilisatrice et une grille d'autodiagnostic à destination des entreprises extérieures, qui permet à un instant T déjà de vous auto-évaluer, voilà, d'évaluer votre démarche de prévention et puis d'évaluer vos risques liés aux interférences, de vous proposer un plan d'action qui prenne en compte les préconisations des 4 guides cités précédemment. Donc effectivement, ça vous apporte des conseils pour améliorer la rédaction de vos plans de prévention. Ça vous permet également d'engager des échanges sur le sujet et puis de pouvoir avancer, de pouvoir mesurer les avancées que vous avez pu faire effectivement suite aux préconisations qui sont au diagnostic. On va vous les présenter également par la suite.
Donc moi j'ai la charge de vous présenter les outils qu'on a mis à disposition sur le site internet de la CARSAT. Donc c'est le moment un peu périlleux de la présentation parce qu'il faut que je sorte du PowerPoint et que je puisse aller sur le site internet de la CARSAT. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc sur le site internet de la CARSAT de Normandie, donc dans l'onglet Entreprise, plan de prévention, vous allez avoir tous les outils mis à disposition des entreprises sur ce champ. On va commencer par vous faire regarder un film qui va résumer un peu la démarche. Cette société a prévu de réaliser des travaux, et c'est Didier qui est chargé d'organiser les interventions des entreprises extérieures. Didier doit rédiger un plan de prévention, mais souci, il n'en a jamais fait. Heureusement, l'assurance maladie risque professionnel a conçu des guides pour l'aider dans sa démarche. Didier recueille des informations sur le terrain. Il identifie les particularités de l'opération à réaliser. Tout ça lui permet de rédiger et d'envoyer le cahier des charges aux entreprises. Parmi ces entreprises, il y a celle de Laurence. Elle y est responsable d'affaires et c'est elle qui doit faire les devis. Elle échange à plusieurs reprises avec Didier pour obtenir toutes les informations utiles. Elle peut alors travailler avec Michael, le conducteur de travaux, et prévoir le déroulé de l'intervention. À l'aide des guides de l'assurance maladie risque professionnel, Laurence établit son mode opératoire et identifie les moyens à mettre en œuvre. Ces éléments lui permettent de réaliser son chiffrage. Elle peut alors répondre parfaitement au cahier des charges, tant et si bien que ces mesures de prévention sont parfaitement cohérentes et retiennent l'attention de Didier. Avant les travaux, Didier organise une inspection commune préalable avec les entreprises retenues. Ensemble, ils finalisent les modes opératoires, ils identifient les risques d'interférence entre les activités des unes et des autres. Ils définissent les mesures de prévention et les entreprises chargées de leur mise en œuvre. À partir de là, Didier rédige le plan de prévention et l'envoie aux entreprises qui interviendront sur le chantier. Les documents sont présentés aux opérateurs avant le démarrage de l'intervention. Sur le chantier, Didier veille au bon déroulé des travaux et au respect des mesures de prévention. Comme l'intervention ne se déroule pas comme prévu, l'opérateur alerte Michael, son conducteur de travaux. Les modes opératoires sont discutés, Didier modifie le plan de prévention et l'activité peut reprendre. Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche à mettre en œuvre? Retrouvez tous les outils sur le site www.amelie.fr. Donc, j'essaye de reprendre la main. J'espère que vous m'entendez. Attendez plus. Donc, ce film, alors il a un peu sauté. Je pense qu'on est beaucoup à être connectés. Donc, du coup, ça a sauté. Mais vous pouvez aller le voir sur le site internet de la CARSAT Normandie. Il est aussi à disposition sur le site amélie.fr puisque ce film qui avait été développé par nous est aujourd'hui disponible au niveau national, donc sur le site de la CNAM. Il est intéressant ce film parce qu'il reprend les étapes clés en fait de la démarche, donc la phase de consultation, la phase de rédaction du mode opératoire et effectivement cet aspect aussi nécessité de réfléchir dès la phase de chiffrage des modes opératoires, l'inspection commune préalable, la rédaction du plan de prévention, la formation des salariés et ensuite la coordination, le suivi des opérations. Donc ce film, il fait référence à des guides que je vais vous présenter tout de suite. Donc toujours pareil, ils sont disponibles sur le site internet. Donc le premier, c'est ce qu'on a appelé l'étape 1, c'est un guide de rédaction du mode opératoire pour l'entreprise extérieure. Alors, c'est des guides assez simples. On a essayé de faire ça sur 2 pages.
À chaque fois, ils sont fabriqués de la même façon. On va expliquer pourquoi faire un mode opératoire. Donc, je ne vais pas revenir sur ce point, puisque de toute façon, c'était ce que vous a dit Guillaume Leude tout à l'heure. Ensuite, ce que c'est qu'un mode opératoire, c'est important aussi. Donc, un mode opératoire, ça doit être quelque chose de chronologique et ça doit présenter les façons de faire. Il ne doit pas répondre à ce que je dois faire, mais comment je vais le faire. Ça, c'est important. En fait, le mode opératoire, si on fait une petite imagination gastronomique, c'est un peu la recette de cuisine. C'est-à-dire que, en gros, je suis pas chef cuistot, mais quand je lis le mode opératoire, je comprends assez vite comment je dois faire. Donc, j'ai pas besoin de savoir comment je vais casser les œufs, j'ai besoin de savoir que je dois mettre des œufs. Donc, c'est un peu ça le mode opératoire. C'est-à-dire comment je peux faire, en fait, je peux atteindre l'intervention, donc le produit fini, donc ce qu'on me demande, et comment je dois faire. Donc, c'est important à comprendre. Donc, c'est très chronologique. C'est pareil, si on reprend les œufs, bah, il faut que je sache que je mets les œufs avant de mettre le gâteau au four, quoi. Donc, c'est la même chose pour le mode opératoire. On a donné aussi un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, en fait, dans les modes opératoires. Et c'est malheureusement ce qu'on voit régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, un exemple de mode opératoire où on va dire, bah, mon intervention, c'est d'arriver sur le chantier, de démonter l'ancien ventilateur, de le remonter et de partir du chantier. Ce qui nous intéresse, nous, en termes de mode opératoire, c'est pas que je dois démonter l'ancien ventilateur, parce que ça, c'est ce que je dois faire, mais comment je vais le faire, comment je vais faire ce démontage. Les risques, ils sont bien dans le comment. Donc en fait, il faut avoir un niveau de détail assez précis sur comment je vais atteindre cet objectif de démontage d'ancien ventilateur. Donc ensuite, on donne les bonnes pratiques. Donc ça, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc comment je peux faire un bon mode opératoire? Le mode opératoire, il sera efficace si on échange un certain nombre d'informations et si on a une approche factuelle. Entre manutentionner une pompe qui fait 10 kg et une pompe qui fait 90 kg, c'est pas la même chose, c'est pas le même mode opératoire. Donc il faut avoir des informations, par exemple, sur l'équipement. Si la pompe elle est au sol ou si elle est à 10 mètres de haut, c'est pas non plus le même mode opératoire. Donc rapidement, donc c'est pour ça qu'on dit que dès la phase de consultation, il faut se donner aussi quelques informations pour pouvoir adapter le mode opératoire le plus précisément à ce qu'on va faire. L'entreprise extérieure, elle a besoin de ces informations rapidement aussi pour son chiffrage. Si la pompe est à 10 mètres de haut, peut-être qu'elle va utiliser une nacelle, une grue, ainsi de suite. Si elle est au sol, bah, pas de nacelle, par exemple. Donc voilà, donc c'est pas du tout le même coût. Donc le mode opératoire influence aussi son chiffrage. Et ensuite, dernier point, on vous donne un exemple. Donc on reprend cette histoire de ventilateur. Donc ça répond aussi à la question sur est-ce que vous avez des modèles de mode opératoire pour les petites entreprises? Donc il n'y a pas de modèle type de mode opératoire parce qu'il y a autant de modes opératoires que d'interventions. Mais en tout cas, ça vous donne à peu près le niveau de détail qu'on attend dans un mode opératoire. Donc voilà. Donc ça, j'aurais tendance à dire, alors quand on parle de mode opératoire, depuis tout à l'heure, on vous parle de mode opératoire, la réalité, c'est que c'est un défaut de langage. Quand on parle de mode opératoire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure, on parle aussi d'analyse de risque. C'est pas que mode opératoire. Mais cette phase mode opératoire, donc détail de l'activité, c'est la phase la plus importante, puisque plus l'activité sera détaillée finement, plus l'analyse de risque sera facile à faire. Donc en fait, une fois qu'on a fait ça, c'est là où on rentre dans le deuxième guide, qui est en gros un guide d'analyse de risque. Donc toujours pareil, on définit ce que c'est qu'un risque, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a repris cet exemple et ce qu'on ne veut pas voir en termes de risque.
les bonnes pratiques, histoire de danger, voilà. Cette approche factuelle, encore une fois, si elle est à 10 mètres de haut ou si elle est au sol, les risques ne sont pas les mêmes. Hein. La pompe, l'environnement crée, ou si elle fait 10 kg ou 90 kg, les risques ne sont pas les mêmes, donc il faut avoir une approche factuelle. Et ensuite, on reprend le mode opératoire qu'on a identifié dans l'étape 1 et on donne un exemple de ce que pourrait être l'analyse de risque. Alors, c'est aussi important de le dire, ce mode opératoire, il ne vaut pas modèle pour le changement d'un ventilateur. Hein. C'est un outil pédagogique qu'on a créé, nous, à la CARSAT. On n'est pas spécialiste en démontage de ventilateurs. L'important, c'est de donner une méthode. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un qui est spécialiste en démontage de ventilateurs, ne nous dites pas, c'est ubuesque votre truc, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas la vocation des guides. Hein. Ça donne juste une méthode, mais pas... ça ne vaut pas exemple pour cette opération en tant que telle. Donc voilà sur l'analyse de risque. Et ensuite, parce que c'est comme ça, c'est quand même pour ça qu'on fait tout ça, c'est comment on définit les mesures de prévention. Parce que, je ne sais pas si on a insisté beaucoup là-dessus, mais pourquoi on demande d'avoir une description fine de l'activité, une vraie analyse de risque, c'est bien pour avoir des mesures de prévention efficaces. C'est ce qui nous intéresse au bout du bout, c'est vraiment d'avoir des mesures de prévention claires pour l'opérateur et efficaces. Donc le troisième guide, qui en fait, ce guide, il peut, donc on l'a rattaché à la partie entreprise extérieure, il sert aussi à l'entreprise utilisatrice, forcément, puisqu'il donne aussi des définitions sur les principes généraux, ce qu'on attend en termes de mesures, donc il peut aussi aider à choisir des mesures pour le plan de prévention. Donc, encore une fois, on reprend le mode opératoire, ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on voit pourtant, les bonnes pratiques, et on a repris notre mode opératoire, notre analyse de risque et les mesures de prévention. Donc, en réalité, quand on parle de mode opératoire depuis le début, en fait, c'est le document final, c'est ce qui arrive là tout de suite à la fin de l'étape 3. Donc, le mode opératoire de l'entreprise extérieure, elle va jusque-là, souvent. Donc, voilà, donc ça, c'est ce qui permet à l'entreprise extérieure de faire un bon mode opératoire. Ensuite, on vous a dit, il y a un quatrième guide. Alors celui-là, il est à destination des entreprises utilisatrices. Donc, on dit, vous, entreprises utilisatrices, vous devez faire un plan de prévention et c'est pas simple. Parce que c'est vous qui avez la responsabilité de cette démarche. Mais en gros, vous n'êtes pas forcément spécialiste dans les travaux que va faire l'entreprise extérieure. Donc c'est pour ça que on vous demande d'avoir un mode opératoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste, mais en tout cas, vous devez comprendre à peu près ce que va faire l'entreprise. Donc, c'est vraiment une étape clé. Mais par contre, ensuite, ce qui est important, c'est OK, j'ai des modes opératoires, mais j'en fais quoi? Donc, ce guide permet d'expliquer ce que doit faire l'entreprise utilisatrice avec ses modes opératoires. Donc, pareil, pourquoi un plan de prévention, des définitions, des bonnes pratiques, on revient sur l'inspection commune préalable. Et ensuite, donc c'est là. Donc on donne un exemple d'analyse de mode opératoire. On a repris celui qu'on avait dans l'étape 3 pour l'entreprise extérieure. Donc, et en fait, pour chaque ligne, l'entreprise utilisatrice va se poser des questions. Est-ce que l'activité que va faire l'entreprise extérieure va engendrer des risques? Est-ce que moi, mes installations, mes matériels vont engendrer des risques sur les salariés de l'entreprise extérieure qui va intervenir? Est-ce que mes activités, donc est-ce qu'il y a de la coactivité entre mes salariés et ceux des entreprises extérieures? Est-ce qu'il y a une coactivité entre les activités de l'entreprise extérieure, mes salariés et celles des autres? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc à chaque fois, on va se poser des questions. Donc c'est pour ça qu'on a mis une code couleur hein, en termes de pédagogie. Donc on va se poser, voilà, par exemple,
dans la partie déconnexion du câble d'alimentation électrique, par exemple, il y a un contact direct avec le câble sous tension. Donc, c'est bien l'installation électrique de l'entreprise utilisatrice qui va créer ce risque. Donc, les mesures de prévention doivent être mises dans le plan de prévention. Donc, on a bien un risque d'interférence. Voilà. Par contre, le tournevis, il y a un risque de choc entre le tournevis et la main de l'opérateur, c'est un risque propre à l'activité de l'entreprise extérieure. Ce n'est pas un risque d'interférence. Donc, on ne le retrouvera pas dans le plan de prévention. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retrouver tout ce qu'on a surligné, là, en vert, rouge, bleu, et c'est ce qui va permettre d'écrire l'analyse de risque dans le plan de prévention. Et ce qui est important aussi dans le plan de prévention, c'est de dire qui aura la charge de la mise en œuvre des mesures. Voilà, donc pour chaque activité, on aura un risque d'interférence, des mesures de prévention, et qui aura la charge de leur mise en place. On revient sur cette notion de plan de prévention annuel, mais c'est la même chose que ce qu'a dit Guillaume. L'OD, et ensuite les bonnes pratiques pendant l'opération, donc toute la phase de coordination, donc ce que c'est qu'une personne référente, ce qu'on attend des visites chantier, des réunions de coordination, ce que doit faire la personne référente dans le plan de prévention suite à ses visites, enfin ainsi de suite. Ça permet de donner quelques méthodes. Alors, encore une fois, c'est qu'une méthode. Il y a des entreprises qui font d'autres choses. L'important, c'est de s'organiser pour qu'il y ait une bonne coordination et que le plan de prévention soit mis à jour régulièrement, en continu, à chaque fois qu'il y a des nouveaux risques, des nouvelles activités. Donc voilà. Donc ça, c'est les 4 guides méthodologiques qui permettent de faire cette démarche de prévention. On a d'autres outils sur le site internet de la CARSAT. Donc Noël Démon vous a présenté, vous a dit qu'il y avait des grilles de diagnostic. J'aurais tendance à dire que ces grilles, elles sont presque à faire dès le début, quoi. C'est-à-dire que ça permet effectivement, je vais en ouvrir une, donc il y en a une pour l'entreprise utilisatrice et une pour l'entreprise extérieure. Je vais en ouvrir une au hasard. Alors j'espère que ça va marcher. Alors ces grilles, elles sont téléchargeables sur le site internet de la CARSAT. Elles appartiennent à l'entreprise. Nous, on n'en a pas du tout copie. On ne sait même pas qui. C'est un fichier Excel. Donc elles appartiennent vraiment aux entreprises. C'est des questions simples. On va retrouver les phases importantes de consultation, les phases de désignation de la personne référente, d'analyse de risques liés aux interférences, avec différentes questions, oui, non, selon si on est en opération annuelle, pluriannuelle ou en contrat, en appel d'offres classique, et une partie coordination. Et ensuite, donc c'est des questions assez simples, oui, non, et à la fin, on va pouvoir se positionner et avoir nos points forts et nos points faibles. Donc, je suis plutôt fort en phase de consultation, un peu moins sur l'inspection commune préalable, peut-être. Et ce qui est intéressant, c'est que cette grille propose des pistes d'amélioration. Donc, encore une fois, ça renvoie aussi à ce qu'on propose dans les guides, mais ça propose des pistes d'amélioration et l'entreprise peut mettre un plan d'action pour s'améliorer. Donc, cet autodiagnostic, elle est intéressante de le faire une fois pour pouvoir évaluer ses pratiques. On peut mettre des actions et on peut se dire, par exemple, tiens, on va refaire cette grille 6 mois plus tard, puis voir si on s'est amélioré sur un item ou sur un autre. Donc ça, c'est pour l'entreprise extérieure, si je l'ouvre. On va retrouver la même chose, donc forcément des items différents. Donc le premier, c'est la rédaction des modes opératoires. Donc on va avoir des questions, l'analyse de risque, les mesures de prévention, comment je gère le caractère évolutif de l'intervention,
comment je suis l'intervention. Voilà, et ensuite c'est pareil, une grille et puis des pistes d'amélioration derrière. Voilà, donc vous pouvez télécharger ces documents. Il y a un autre document qui existe sur cette page internet, on n'en a pas parlé du tout, c'est des guides d'interprétation du décret du 20 février 92. En fait, on va prendre dans ce guide, on a identifié 4 types d'opérations. Donc l'opération unique, une opération programmée, une opération définie dans un contrat annuel, une intervention dans un arrêt technique, et une opération permanente, fréquente et non évolutive, par exemple le gardiennage, l'entretien des espaces verts, la restauration collective. Et pour ces différents types d'opérations, à chaque fois, on a mis ce que devait faire le chef d'entreprise utilisatrice réglementairement et ce qui est de la ce qu'on préconise. Donc vous allez à chaque fois avoir par type d'opération le rôle du chef de l'entreprise utilisatrice, le rôle du chef de l'entreprise extérieure, le rôle du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, le rôle du médecin du travail de l'entreprise extérieure, le rôle des C2SCT, des CSE dans l'entreprise utilisatrice et le rôle du C2SCT, CSE de l'entreprise extérieure, à chaque fois pour les 4 types d'opérations. Donc voilà. J'en ai fini avec la présentation des outils. Donc tout ça, c'est encore une fois téléchargeable sur le site internet de la CARSAT, de Normandie, pardon. Certains documents comme les fiches méthodologiques, donc étapes 1, 2, 3, 4, sont disponibles aussi sur le site amélie.fr de la CNAM ainsi que le film. Et vous pouvez les télécharger autant de fois que vous voulez. On attend vos questions maintenant. Alors, dans le plan de prévention, il y a une liste des salariés soumis à surveillance médicale. Ce n'est que les salariés de l'entreprise extérieure qui doivent être notés. C'est l'entreprise extérieure de compléter ce tableau. En fait, c'est l'entreprise utilisatrice, dans le plan de prévention, doit effectivement identifier si les salariés des entreprises extérieures vont être exposés à des produits, c'est souvent des produits chimiques hein, ou des activités qui nécessiteraient une surveillance médicale. Et effectivement, c'est l'entreprise utilisatrice qui doit mettre ça en place. Donc c'est bien l'entreprise utilisatrice de compléter le tableau. Alors, lorsque l'entreprise extérieure fait intervenir des transporteurs chez l'EU, doit faire un protocole de chargement-déchargement avec le transporteur ou le plan de prévention avec eux suffit. Alors, l'arrêté sur les protocoles de chargement-déchargement, il abroge la partie plan de prévention, effectivement, pour toutes les activités de transport. Si c'est une activité de transport unique, on peut considérer que le protocole de chargement, forcément, il doit être fait. Si c'est une activité de transport qui est intégrée en tant que telle dans le mode opératoire de l'entreprise extérieure, qui soit dans le plan de prévention et qui n'est pas un protocole de déchargement, c'est pas gênant. L'important, c'est pas forcément comment on l'appelle, si on l'appelle protocole de chargement, déchargement ou plan de prévention, analyse de risque lié. Si on a bien analysé cette phase de transport et qu'on a bien mis des mesures de prévention, peu importe comment on l'appelle, l'important c'est de le maîtriser.
Alors, une question sur je suis une entreprise utilisatrice, je dois intervenir sur des outils moyens qui sont chez des fournisseurs. Celui-ci n'a pas prévu de plan de prévention, doit-on l'exiger, même en règle dans le cas d'un fournisseur avec les étrangers? Alors à l'étranger, je ne saurais répondre, puisqu'effectivement, là, il s'agit d'une intervention dans le cadre du décret 92 applicable effectivement sur le territoire national. Concernant des fournisseurs donc, qui sont situés en France, effectivement, alors ils ont obligation, s'ils vous accueillent pour une intervention, c'est une prestation que vous réalisez, même si c'est sur vos moyens. Donc un plan de prévention doit être rédigé. Maintenant, s'il n'est pas fait, à minima, vous, de toute façon, ce que vous devez faire, c'est votre mode opératoire. De toute façon, c'est une obligation que vous avez dans le cadre de ce décret. Si votre fournisseur, si l'entreprise qui vous accueille ne vous accueille pas dans le cadre de la rédaction d'un plan de prévention, ça veut dire avec une inspection commune préalable, avec une consultation préalable, etc. Effectivement, votre droit finalement, c'est d'exiger effectivement, de demander en tout cas à ce que votre intervention puisse se faire dans le cadre d'un plan de prévention. Maintenant, c'est contractuel. Si l'entreprise vous accueillant vous dit non, il n'y aura pas de plan de prévention, à minima, vous faites votre partie, c'est-à-dire faites votre analyse des risques, faites l'analyse des risques de votre propre opération, essayez d'identifier effectivement les risques que vous allez éventuellement générer dans l'entreprise qui va vous accueillir, l'entreprise utilisatrice pour le coup, en lui signifiant ces informations-là. Après, voilà, il sera devant ses responsabilités, j'allais dire, d'un point de vue réglementaire, sur la non-rédaction d'un plan de prévention. Mais vous, le minimum à faire pour vous, en tout cas en termes d'entreprise, c'est de rédiger votre mode opérateur, parce que en rédigeant votre mode opérateur, je le rappelle, c'est aussi vous maîtriser vos propres risques. L'idée, c'est à la fois d'informer l'entreprise utilisatrice sur ce que vous allez faire chez eux, mais surtout aussi de démontrer que vous maîtrisez vos propres risques. Donc, à la base, c'est l'élément essentiel pour vous, c'est de maîtriser votre risque lors de votre intervention. Alors, ça, c'est la même chose, j'aurais tendance à dire, quand on va à l'étranger. Hein. C'est vos salariés, ils sont soumis, même s'ils vont travailler à l'étranger, en cas d'accident, ils vont être pris en charge par nous. C'est des salariés français. Donc, de toute façon, vous devez faire une analyse de risque et un mode opératoire, une analyse de risque sur l'intervention qu'ils vont faire, peu importe si l'entreprise utilisatrice fait ou pas de plan de prévention. Vous avez votre obligation de résultat. On ne l'a pas dit non plus, mais l'obligation de l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de faire un document unique d'évaluation des risques. Dans ce cadre d'intervention, on comprend vite qu'on ne peut pas mettre dans un document unique d'évaluation des risques, et c'est la même chose dans un plan de prévention annuel, si on fait l'extrapolation, on ne peut pas imaginer ce qui va se faire au mois de mars, on ne peut pas imaginer au mois de janvier ce qui va se faire au mois d'octobre. Donc, le mode opératoire de l'analyse de risque sert effectivement aussi d'extension à cette obligation d'analyse de risque et d'évaluation des risques. Hein. Même si elle est raccrochée au décret de 92, elle a aussi un intérêt pour votre obligation de résultat, d'analyse de risque, de mise en place des mesures de prévention. Et c'est vrai aussi quand on envoie un salarié à l'étranger. Je suis en train de bouger ma souris, mais c'est pas celle-là qu'il faut bouger. Donc, oui, les questions. Je remonte le fil de questions. Alors, il y a juste une question sur l'information, transmettre les plans de prévention d'inspection. L'idée, c'est, en fait, l'inspection du travail est avisée par écrit de l'ouverture des travaux. Il n'y a pas, à mon sens, de communication du plan de prévention à l'inspection. En tout cas, l'inspection du travail est informée, mais à la limite, j'allais dire, ils sont mieux placés pour répondre que nous. Par contre, pour nous, effectivement, les documents sont mis à notre disposition lorsque nous, on intervient dans l'entreprise utilisatrice. Donc là, on parle d'une mise à disposition du plan de prévention. En tout cas, de tenue à disposition, pardon. Il y a des questions, il y a eu toutes des questions qui ont tourné autour de l'appositionnement du permis de travail, autorisation de travail, est-ce acceptable ou non.
Le permis et l'autorisation de travail, elle n'a aucune reconnaissance réglementaire dans le Code du travail. C'est une réglementation au Code de l'environnement qui est liée à l'accident qui avait lieu à Fezin à l'époque, une explosion. Et en gros, on a obligé des entreprises qui stockaient du carburant à mettre en place des permis avant l'intervention. Le permis, ce n'est pas une analyse de risque en tant que telle dans le cadre du plan de prévention. Le permis sert à dire, je vais vérifier au dernier moment, juste avant mon intervention, si les mesures que j'ai prévues sont bien efficaces. Par exemple, j'ai un risque d'explosion, j'ai prévu de platiner ma tuyauterie. Donc là, c'est bien la mesure de prévention, c'est bien le platinage. Bah, juste avant l'intervention, je vais aller faire des mesures de gaz pour vérifier que je peux intervenir dans cette zone parce qu'effectivement, mon platinage est efficace. Alors, on peut se servir du permis pour faire l'analyse de risque. Moi, peu importe comment on l'appelle, permis ou pas. Mais ce qu'il faut, c'est que dans le permis ou l'autorisation de travail, on retrouve toute la démarche, le mode opératoire, l'analyse de risque et les mesures de prévention. Peu importe comment on l'appelle, permis, autorisation de travail, plan de prévention, avenant de plan de prévention, si on a une vraie analyse de risque de l'intervention et qu'elle reprend, et qu'elle n'est pas générique, mais qu'elle reprend effectivement réellement ce qui va se passer, et qu'elle est faite en amont et pas juste avant l'intervention, on l'appelle comme on veut, mais souvent les permis, autorisations sont faits au dernier moment, et donc ça répond pas à l'aspect réglementaire. Question sur les cahiers des charges des entreprises extérieures, est-ce qu'elles ont l'obligation de les fournir? Alors, elles ont l'obligation d'organiser, les entreprises utilisatrices, la coordination. L'élaboration d'un cahier des charges, de toute façon, il va être nécessaire normalement pour que l'entreprise extérieure puisse préparer son intervention et répondre surtout à la demande qui lui est formulée, c'est-à-dire répondre, on l'a vu en termes de risque, mais aussi en termes de moyens, donc moyens et équipements. Donc, c'est ce qui va aussi conditionner financièrement le choix de l'entreprise extérieure. Donc, l'obligation, elle porte plutôt sur la méthodologie, et non pas sur un cahier des charges à proprement parler, parce que là, on appelle ça cahier des charges, mais c'est peut-être appelé différemment ailleurs, sur des appels d'offres ou ce genre de choses. Mais par contre, à minima, si rien n'est fourni pour une consultation, l'entreprise extérieure, on l'a vu, hein, doivent communiquer, les entreprises extérieures doivent communiquer avec l'entreprise utilisatrice. Il s'agit d'aller demander les informations qu'on ne vous transmet pas. L'idée étant de produire un mode opératoire pertinent par rapport à l'intervention. Donc, à un moment donné, effectivement, s'il y a des informations qui ne vous sont pas transmises, il faut aller en faire la demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des dessins? Oui. On essaye de remonter le fil de questions, il y en a eu beaucoup, donc il y a peut-être des blancs, mais on essaye de ne pas louper une question. Si d'ailleurs vous avez une question que vous avez posée dans une autre séquence et vous voyez qu'on n'y a pas répondu, n'hésitez pas à nous la redemander. Sur la récupération du PowerPoint, oui, il va être mis à disposition des entreprises. Je ne sais pas quand, mais il va être mis à disposition des entreprises sur le site internet de la CARSAT ainsi que l'enregistrement du webinaire.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc on en a fini, sauf si quelqu'un a des questions à poser de dernière minute. On est un peu en avance, mais ça va. Alors, il y a une question sur l'habilitation électrique. Alors, si je veux faire intervenir dans le domaine électrique des intervenants étrangers reconnus compétents par l'EE, dois-je imposer qu'ils réalisent préalablement la formation d'habilitation? Il arrive qu'ils ne sachent pas de quoi. Je sais pas répondre à cette question. C'est une question trop. Je pense qu'il faudrait la poser plutôt à l'inspection du travail. C'est en dehors de mes champs de compétences. Elle est trop. Une question sur les personnes étrangères. Si, comme on a un peu de temps, si quelqu'un veut prendre la main, ouvrir son micro et poser une question, il peut. Alors, il ne faut pas que ce soit la foire dans le poigne, mais n'hésitez pas. Demandez éventuellement la prise de parole en levant la main, comme ça on verra à peu près le nombre de personnes que ça peut intéresser. Thierry Veillot. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Petite question. J'envoie moi des collègues à l'étranger pour réceptionner des moyens. Est-ce que je dois aussi faire un mode opératoire, l'analyse de risque et mesures de prévention en ce qui le concerne pour Oui, réceptionner un moyen à l'étranger? vous devez faire une analyse de risque, effectivement, et évaluer sur quel risque. On n'est pas dans le cadre du plan de prévention, encore une fois, on est dans le cadre plutôt de votre obligation de résultats et d'avenant au document unique, en fait. Donc, c'est bien l'analyse de risque, c'est bien l'analyse de risque, l'évaluation du risque propre à l'opération que vous allez faire à l'étranger. Donc, c'est une obligation, effectivement, s'il y a un accident, on pourrait vous reprocher de ne pas avoir identifié sur quel risque ils étaient exposés, et ainsi de suite. Ok, très clair. Donc, Merci. je vous le conseille de le faire. Après, s'ils vont toujours au même endroit, faire toujours la même chose et une espèce de répétition de risque, non-évolution de risque, ainsi de suite, parce qu'ils prennent l'avion, je sais pas où, ils atterrissent, on vient les chercher, ils prennent, enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais ça peut être directement intégré dans le document unique. Mais il faut quand même se poser toujours la question, est-ce que cette intervention a une particularité par rapport à ce que je fais d'habitude? Est-ce qu'ils sont exposés à des risques nouveaux? Ils sont exposés à des risques nouveaux parce qu'en général, c'est sur un moyen qui est nouveau et donc on découvre des choses. Ils sont aussi dans des ateliers. Donc moi, je pense que... Ouais, voilà. Donc il faut faire une évaluation des risques, il faut faire une analyse de risque. Ou former, alors ils y vont tout seuls? Oui, ça peut arriver qu'ils y aillent tout seuls, oui, effectivement. Il faut aussi peut-être parce que en fait, c'est assez compliqué de faire une analyse de risque sur un équipement qu'on n'a jamais vu. Exactement, oui. Donc, ils découvrent sur place ce qui va se passer. Donc, il faut de toute façon donner les moyens aussi peut-être aux techniciens de maintenance ou je ne sais pas à qui, de faire aussi son propre mode opératoire, son analyse de risque qui renvoie à l'entreprise peut-être pour validation en disant OK, c'est bon ou pas, mais en tout cas donner les moyens en termes de compétences pour qu'il y ait une réflexion sur. Mais je pense quand même qu'il faut une partie validation. D'accord, c'est très clair. Ça me va bien. Merci. Après, c'est que de la préconisation que je vous donne, Oui, oui. ça rien. Voilà, c'est ce que je ferai à votre place. Merci. Alors, monsieur, est-ce qu'on doit demander les autorisations
des entreprises extérieures en matière de conduite CACES et électrique, vous devez pas, vous pouvez, c'est pas une obligation. C'est l'obligation, c'est plutôt à l'entreprise extérieure que ça incombe de mettre en place des gens compétents ayant la formation et les autorisations nécessaires pour mettre en place le mode opératoire. Après, il n'y a pas d'interdiction de demander à l'entreprise extérieure qu'elle vous fournisse les attestations. Vous faites, c'est selon l'organisation de l'entreprise. Sauf dans un cas où vous allez prêter vos propres installations, ça arrive aussi des fois. Les services d'entreprises extérieures vont utiliser vos équipements de levage, vont utiliser vos nacelles ou ainsi de suite, ça peut arriver. Donc là, effectivement, je vous conseille de demander les attestations. Pas d'autres prises de parole? Alors, sur la partie déclaration URSSAF, pour s'assurer que leur personnel est bien déclaré, encore une fois, ça dépasse mes compétences. Moi, je suis préventeur. C'est plutôt une question de droit du travail qu'il faut poser la question. Il faut poser la question à l'inspection du travail. Je ne sais pas y répondre. Désolé. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'avais une question et remarque. Donc, on est entreprise extérieure. Sur la notion de degré d'urgence dans le cadre d'une maintenance curative, par exemple, j'ai posé la question tout à l'heure. Vous avez répondu que pour vous, le risque était essentiellement lié au risque industriel qui pouvait justifier le fait de l'urgence. Clairement, les entreprises utilisatrices, nos clients, pour eux, une problématique liée à la production est pour eux une urgence, clairement. Donc, d'où la complexité pour nous de pouvoir prendre le temps de réaliser ou un mode-up ou d'en améliorer un existant éventuellement sur une intervention récurrente. Quelle démarche on peut avoir vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice qui nous dit non, on n'a pas le temps, c'est tout de suite, c'est maintenant, la prod est arrêtée. Voilà, nous, c'est compliqué pour nous de leur dire, ben non, on ne peut pas tout de suite, il faut qu'on fasse l'analyse, etc. C'est pas évident. Ouais. Alors ça, c'est des questions qu'on a souvent. Et nous, effectivement, on vous donne ce qu'on doit faire. Et on rentre rarement de ce qu'on ne doit pas faire. Mais on sait que ça existe, on n'est pas dupe. Et puis on sait, enfin, on voit assez d'entreprises, on sait que la vraie vie, ce n'est pas forcément ce qu'on diffuse sur le PowerPoint. Ça, c'est clair. Après, nous, on peut donner que ce qu'on doit faire. Moi, je vous conseille quand même, de toute façon, vous poser un petit peu et de réfléchir avant d'intervenir, de regarder votre mode opératoire et de faire une révision. Alors, un mode opératoire, c'est pas forcément quelque chose de... Ça, on ne l'a peut-être pas insisté aussi. C'est pas quelque chose de joli, taper à l'ordinateur. Oui. Ça peut être quelque chose qu'on fait à la main. L'idée, c'est quand même qu'on réfléchisse et qu'on prépare l'intervention. Alors effectivement, sur des interventions un peu plus programmées, on se pose et on fait quelque chose de joli et ainsi de suite. Mais on peut aussi très bien, pour une intervention, mais il faut que ça soit ce qu'il ne faut pas, c'est que la particularité de l'urgence devienne l'organisation normale de l'entreprise aussi. Oui, bien sûr. Après, si il y a de temps en temps des choses urgentes que votre l'entreprise utilisatrice vous demande de faire, bah, vous pouvez partir déjà d'un mode opératoire peut-être métier, que vous aurez peut-être, ce qu'on appelle les modes opératoires métiers génériques. Tout à fait. Mais en gros, modifier ce mode opératoire à la main en disant bah, c'est daté du temps et j'ai barré telle ligne, telle tâche, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire. On avait prévu qu'on ferait comme ça, on le ferait pas comme ça. Et on le fait à la main, mais ça veut dire qu'on a réfléchi au mode opératoire réel. D'accord. Mais on peut le faire effectivement. L'important, encore une fois, c'est qu'on n'ait pas d'accident. C'est quand même le but de cette démarche, c'est quand même ça, parce qu'on a beaucoup d'accidents
malheureusement dans la région sur les salariés des entreprises extérieures. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des mesures de prévention efficaces et qu'il y ait une vraie préparation. Souvent, on voit quand on fait des analyses, la cause de l'accident, c'est souvent un manque de préparation. Donc, il faut vraiment trouver une organisation pour... Il y a toujours des cas particuliers, donc il faut mettre une organisation en place pour gérer ces cas particuliers. C'est important aussi de réfléchir à ça dans l'entreprise. Donc, le faire à la main, pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui valide. Enfin, c'est pas l'opérateur en tant que tel qui révise son mode opératoire. Il faut quand même informer le client parce que ce que je vais modifier dans le mode opératoire peut engendrer peut-être des risques très importants et l'opérateur le sait pas. Oui. Donc, ça nécessite quand même, même si on le fait à la main à 3, il y a quand même le référent. Il faut quand même qu'il y ait une révision du plan de prévention et que un changement d'outil peut créer des risques graves, hein, Oui, notamment si on est en zone ATEX, par exemple, un simple changement d'outil peut avoir des conséquences très importantes. Exactement. Donc il faut, voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Saurin, si vous souhaitez prendre la parole, allez-y. Il faut ouvrir le micro aussi, monsieur Saurin, peut-être. On ne vous entend pas. Bon. Bon, écoutez, on a fini avec ce webinaire, apparemment. Donc, ah, non. Bon courage à tous, en espérant que vous allez mettre en place la démarche qu'on vous a proposée. S'il y a des questions, vous pouvez revenir vers la CARSAT Normandie et on essaiera d'y répondre. Voilà. Merci. Merci de votre attention.